du laiton apporta une nouvelle dimension esthétique à l'atelier. Paul opta pour des éléments en laiton qu'il découpa et perça avec la minutie d'un horloger. Cody rencontra quelques difficultés avec un rivet récalcitrant. Un petit morceau de métal qui refusait de s'aligner. En tentant de corriger le problème, il s'érafla légèrement le doigt. L'équipe médicale intervint immédiatement, appliquant un simple pansement sous les rires réconfortants de ses camarades. Rien ne pouvait entamer sa bonne humeur. Tim luttait contre le temps. Il tenta de fixer des manches robustes, mais la précipitation rendit son travail un peu massif. Les manches étaient solides, mais leur taille généreuse manquait d'ergonomie. À la fin de cette épreuve, les juges testèrent la robustesse et le tranchant des couteaux de manière éducative. En tranchant d'épaisses cordes de chanvre et en frappant sur des blocs de chêne massifs pour observer la résilience de l'acier. Les créations de Paul et de Cody glissèrent à travers les cordes avec une facilité déconcertante, prouvant que la géométrie de leurs lames était parfaitement étudiée. Les couteaux de Tim, bien que solides, étaient trop lourds et inconfortables à manier en raison de la taille de leurs manches. Les juges, avec des mots pleins de tact et d'encouragement, annoncèrent que Tim devait quitter l'aventure. Tim sourit, philosophe, déclarant qu'il resterait un artisan dans l'âme jusqu'à son dernier souffle, emportant avec lui une expérience inoubliable. Il ne restait plus que Paul et Cody pour la grande finale. Le défi ultime leur fut dévoilé. Retourner dans leur forge personnelle pendant 4 jours pour recréer une arme historique fascinante. La Cinquedea. Cette épée de la Renaissance italienne, célèbre pour sa lame large à la base équivalent à la largeur de 5 doigts, exigeait un équilibre parfait, des lignes géométriques complexes et la réalisation de multiples rainures, appelées gouttières, sur chaque face pour l'alléger. La lame devait mesurer entre 66 et 71 cm. C'était un projet titanesque qui demandait une patience d'ange et une précision mathématique. De retour chez lui, Paul décida de forger son épée dans un acier robuste et fiable. L'acier 80 CRV2. Il voulait se concentrer sur la géométrie complexe des gouttières. Il expliquait avec passion comment ces rainures modifiaient le centre de gravité de l'objet. Une véritable prouesse d'ingénierie. Il forgea le manche avec de l'acier de Damas, y intégrant même d'anciens hameçons pour une touche personnelle et poétique. Cody, de son côté, entreprit de réaliser une lame en acier de Damas majestueuse, composant un bloc de 155 couches en alternant l'acier 15N20 et l'acier 1084. Le tout soudé autour d'un noyau d'acier 80 CRV2. Le travail était exténuant, demandant une concentration absolue pour ne pas brûler le métal. Mais la joie de voir le motif se révéler sous l'acide effaçait toute fatigue. Lors de l'étape de la trempe, Cody fit face à un défi de taille. Son four était légèrement trop petit pour cette immense lame. Faisant preuve d'ingéniosité, il utilisa de la fibre isolante pour colmater l'ouverture, créant un environnement thermique stable. La trempe fut un succès retentissant, la lame ressortit droite, dure et chantante. Paul réussit également cette étape délicate avec une maîtrise parfaite, prouvant que ses années d'expérience et de calme intérieur portaient leurs fruits. Le jour des résultats arriva. Les 2 chefs-d'œuvre reposaient sur la table des juges. L'épée de Paul était une merveille de robustesse, aux lignes épurées et aux manches ornées de motifs subtils. L'épée de Cody était une explosion visuelle, le Damas révélant des vagues hypnotiques sur toute la surface de l'objet. Les juges procédèrent à des tests visant à démontrer l'art de la forge dans sa plus noble expression. Ils testèrent l'équilibre et la fluidité des lames sur de grandes toiles de lin tendu et des structures en bambou entrelacées. La 5DA de Paul trancha le bambou avec une puissance impressionnante. Mais son poids important vers l'avant rendait son maniement légèrement fatigant. Celle de Cody, grâce à un travail minutieux sur la répartition des masses, fendait l'air et la toile avec une légèreté gracieuse, presque musicale. Son manche offrait une prise en main douce et naturelle. Après de longues délibérations, saluant le travail exceptionnel des 2 hommes, les juges déclarèrent Cody grand vainqueur de cette édition, lui remettant le titre honorifique et le chèque de $10 000.
Paul le félicita chaleureusement, le serrant dans ses bras avec une joie sincère. Prouvant que, dans cette discipline, l'admiration mutuelle surpassait de loin l'esprit de compétition. Cody, ému, remercia ses pairs, soulignant que cette victoire était la cerise sur le merveilleux gâteau qu'était l'apprentissage de cet art. Le chapitre suivant de cette célébration de l'artisanat s'ouvrit avec une nouvelle série de talents. Un événement exceptionnel réunissait 4 nouveaux forgerons, venant avec une lame fabriquée chez eux pour un défi de haute volée. Bill Peace, forgeron depuis 4 ans, apportait une lame magnifique forgée en acier de Damas de 160 couches. Sa femme, sa plus grande admiratrice, le soutenait inconditionnellement dans cette aventure. Rhys, un jeune prodige autodidacte de 18 ans, débordait d'une énergie contagieuse. Il présentait une machette robuste, fruit d'un apprentissage passionné entamé dès l'adolescence. Thomas Franklin, 34 ans, grand amateur de cuisine, avait forgé un superbe couteau utilitaire en acier 1070. Enfin, Carrie O'Connor, un homme paisible de 45 ans, professeur d'arts martiaux, apportait une dague géorgienne forgée en acier 5002 cents, dotée d'un manche en bois de séquoia. La première épreuve consistait à évaluer la résistance de ses créations personnelles en entaillant de grands blocs de glace pure. Ce test spectaculaire démontrait la capacité de l'acier à résister au choc froid sans s'ébrécher. La lame de Bill traversa la glace en créant une pluie de cristaux scintillants. Un véritable balai de lumière. La dague de Carrie se comporta merveilleusement bien, légère et agile. Le couteau de Thomas prouva que l'attention portée aux outils culinaires offrait une géométrie parfaite pour trancher la glace en douceur. La machette de Rhys résista vaillamment, mais son manche, façonné de manière un peu trop minimaliste, s'avéra inconfortable, transmettant trop de vibrations dans la main du jeune artisan. Les juges, avec leur pédagogie habituelle, expliquèrent à Rhys l'importance de l'ergonomie dans la conception d'un outil. Rhys accepta cette leçon avec une immense gratitude, conscient des pistes d'amélioration qui s'ouvraient à lui. Il quitta l'atelier le sourire aux lèvres, impatient de mettre en pratique ses précieux conseils. Pour la manche suivante, Bill, Thomas et Carrie durent forger une dague à pousser. Un outil court et compact, en seulement 2 heures. Ils devaient utiliser des barres d'acier 1095 et 15N20. La forge s'anima de nouveau, dans une danse effrénée contre le temps. Carrie opta pour un motif en torsade. Une technique exigeante consistant à tordre l'acier incandescent sur lui-même pour créer des étoiles métalliques. Thomas se lança dans une construction classique, battant le métal avec une régularité de métronome. Bill, dans son enthousiasme, tenta de forger un bloc trop volumineux, ce qui lui fit perdre un temps précieux. Face à la presse hydraulique, son acier se fissura légèrement. Au lieu de céder à la panique, il prit une grande inspiration. Regarda ses gants de protection sur lesquels sa famille avait écrit des mots d'encouragement, et retrouva sa sérénité. Il réduisit la taille de son bloc et parvint à sauver sa pièce in extremis. Les 2 heures s'écoulèrent dans un tourbillon d'étincelles et de sourires complices. Lors de l'évaluation, les juges notèrent que Bill avait forgé un outil très confortable, mais qu'il manquait de temps pour affiner le tranchant. Le travail de Thomas était soigné et très prometteur. La dague de Carrie, bien que dotée d'un magnifique motif torsadé, possédait un manche beaucoup trop grand par rapport à la lame, ce qui déséquilibrait l'ensemble. Les juges durent prendre une décision difficile. Constatant que la géométrie de l'objet de Carrie demanderait beaucoup trop de temps de correction pour la suite du concours, ils durent s'en séparer. Carrie remercia chaleureusement le jury, exprimant son immense joie d'avoir pu vivre cette expérience enrichissante. Un rêve éveillé pour cet amoureux de la sérénité et de l'art du mouvement. La finale opposa donc Bill et Thomas. Leur ultime épreuve était titanesque, en 6 heures. Ils devaient non seulement achever leur dague à pousser, mais aussi reproduire un grand couteau historique en utilisant une technique d'assemblage complexe. Le sans-maillis, qui consistait à insérer une âme en acier dur, l'acier 80 CRV2, entre des couches d'acier de Damas souple. La lame finale devait mesurer entre 43 et 48 cm.